L'ingénieur a de nombreux défis, nous le savons tous, mais aujourd'hui, il en est un qui est de plus en plus à la mode, c'est la RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un spécialiste. Francis, si tu veux venir nous rejoindre, c'est à toi pour une demi-heure. Merci. Et nouveau, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, c'est mieux? Oui. Super. Donc, non, je suis certainement pas un spécialiste, mais bon, on va essayer d'aborder le sujet ensemble, entre ingénieurs. D'entrée de jeu, j'aimerais rapidement vous parler du groupe de travail. On a été 3 à travailler sur ce sujet. Moi-même que vous connaissez déjà un peu, donc je n'insiste plus dessus. Ensuite, Mohamed, qui est ingénieur CNAM 2021. Génie civil, je pense, et travaux publics. Ismaël Koné, ingénieur CNAM 2023 de la même formation. Donc, ils sont respectivement au Maroc et en Côte d'Ivoire actuellement, donc ils n'ont pas pu être physiquement présents, mais ils sont de cœur avec nous. Sur ce, je vais aborder notre sujet. Alors, on parlera aujourd'hui de l'ingénieur et des défis de la transition énergétique. Alors, ce sera une présentation en trois étapes, 3 grandes étapes. Une première étape qui se basera sur la situation de la consommation énergétique actuelle dans le monde, avec quelques exemples en France. On va s'accentuer un peu sur les défis qu'il faudra relever. Et puis une troisième partie qui abordera la problématique des solutions et des propositions. Et c'est peut-être là qu'on verra un peu plus le rôle de l'ingénieur en tant que tel. Alors, l'ingénieur et les défis de la transition énergétique, on le sait tous aujourd'hui, la situation énergétique est catastrophique dans le monde. Et ça, ce n'est un secret pour personne. On va procéder par constat, des constats dont on est tous conscients, mais sur lesquels il est important d'insister. Alors, le tout premier, c'est la consommation énergétique mondiale. Et comme vous pouvez le constater ici, la consommation mondiale d'énergie primaire entre 1979 et 2019, je pense environ 40 ans, a littéralement doublé. Et ce n'est pas nécessairement un très bon signe. Ça, c'est le premier constat. Second constat, qui n'est qu'un corollaire peut-être du premier, je n'insiste pas dessus. Ici, on met en évidence la consommation énergétique par secteur d'activité. Et au nombre des secteurs d'activité les plus énergivores, on a le transport qui absorbe 34% de la consommation. Il y a le résidentiel, 28%, l'ingénierie, 18%, le tertiaire, 17%, et puis on a l'agriculture, autour de 3%. La consommation énergétique, là maintenant, toujours par secteur d'activité, mais bon, là on va s'accentuer sur les pays. Il faut dire que selon une étude de l'OCDE, il y a une très forte demande qui sera envisagée dans les années à venir. Entre 2018 et 2050, il y aura environ plus de 70% d'augmentation de la demande en termes d'estimation, je veux dire. Et cette même observation par rapport aux pays de l'OCDE pourrait en moyenne croître de 0,4 par an entre 2018 et 2050. Et ça reste aussi alarmant. Ici, on fait un petit focus sur les énergies fossiles qui pourraient encore compter en 2050 pour 69% de la consommation mondiale d'énergie. Est-ce qu'on en aura toujours autant? C'est une question qu'il faut se poser. Donc, ça fait partie des constats tout aussi alarmants à ce jour. Alors, un petit focus sur la France. Et comme vous pouvez le constater ici sur cette figure qui est issue d'une étude de l'AIE, la facture énergétique de la France a plus que doublé en l'espace d'un an, en 2021 et 2022, avec en tête la consommation de pétrole et de biocarburants, la consommation de gaz naturel, l'électricité et puis les autres énergies.
On s'avance toujours un peu sur les constats pour mettre ici en évidence le fait que la problématique est maintenant très sérieuse et un modèle a été mis en place, je l'aborde ici, un modèle zéro émission de CO2 horizon 2050. Donc ça c'est une étude de l'AIE où on part du principe que tous les projets qui sont énergivores, les projets en griffe sale seront isolés, on ne les fera pas. Les projets, ou alors on ne les fait pas, ou alors on les rend propres, c'est-à-dire par rapport à la consommation d'énergie. Et puis, le modèle optimal qui serait peut-être donc de changer les pratiques, de changer les comportements et d'éviter tout ce qui serait source de consommation d'énergie à outrance. Bon, je n'insisterai pas trop là-dessus, ça reste mathématiquement intéressant, mais quelque peu utopique. Alors, on va parler un peu plus des défis, on va s'accentuer un peu plus sur les défis, sans aller plus en détail que ça. Donc ici, on voit bien que les émissions des gaz à effet de serre ne font qu'augmenter, et on sait que ça c'est mauvais pour la nature, c'est source de catastrophes et consorts. Alors, toujours par rapport à l'émission des gaz à effet de serre, il faut comprendre que le CO2 contribue à plus de 72% donc, des gaz à effet de serre, dont 56,6% proviennent des combustibles fossiles et 17,3% de la déforestation et de la décomposition de la biomasse. Un petit focus sur l'augmentation de la température, qui est un corollaire de tout ça. Donc on se retrouve ici avec une petite courbe qui décrit cela et une petite mention de Dre Garrick qu'il a eu à faire dans le journal Le Monde. Et je cite, la crise climatique s'aggrave partout à des niveaux sans précédent. Donc c'est une forme d'alerte et il est important que tout le monde soit conscient de ça, et spécialement les ingénieurs. Et en plus de tout ça, la population mondiale augmente. Il est important de le garder aussi en esprit. Donc une augmentation de la consommation primaire par habitant de 1,7 à 2,2 tonnes équivalent pétrole d'ici 2030, si on maintient les tendances actuelles. D'où la nécessité quelque part d'agir. Alors, vers une intensification des catastrophes, comme si le malheur ne vient jamais tout seul, et on l'a constaté, de plus en plus de catastrophes naturelles, en tête les inondations, suivies des tempêtes, des tremblements de terre, les sécheresses, les glissements de terrain, les feux de forêt. Et il faut réfléchir à tout ça. Et comme le malheur ne vient jamais tout seul, je le disais, on se retrouve avec une élévation du niveau des mers à ce jour, selon une étude de la NASA, avec une variation annuelle moyenne de 3,5 mm. Ce qui est critique. Et puis voilà un petit focus sur le record de la fonte en été de la banquise arctique. On ne va pas trop regarder ça. Alors on va aborder maintenant les solutions et les propositions. Et c'est peut-être là le cœur de notre sujet, là où les ingénieurs pourront vraiment intervenir, et c'est plus là que se trouve la note d'espoir, j'allais dire. Alors, revenons à des choses simples. Comment réussir la transition énergétique? En termes simples, pour le dire à un enfant, moi je dirais c'est s'orienter vers un modèle énergétique moins polluant, plus indépendant et qui s'appuie sur des économies d'énergie à tous les niveaux, de façon basique. Alors pour cela, on identifie 3 piliers. Le tout premier pilier, c'est l'efficacité énergétique. Et c'est quoi? Ce sont des bâtiments moins énergivores. On a vu tout à l'heure que le résidentiel consommait énormément d'énergie. Ce sont des transports plus sobres, qui ne consomment pas trop d'énergie. Le second pilier, c'est le développement des énergies renouvelables. Donc, ces énergies renouvelables, dans cette liste, on retrouve l'énergie solaire, on retrouve l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse et puis la géothermie, un peu moins développée, mais qu'il faut vraiment explorer. Ensuite, il y a le troisième pilier qui est la sobriété énergétique. Ça, c'est vraiment dans les comportements. Adopter les gestes écologiques, réduire les gaspillages alimentaires, par exemple, sont autant d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Alors, quel est notre rôle dans tout ça? Quel est le rôle de l'ingénieur dans tout cet écosystème? Ben, c'est un acteur clé.
c'est un acteur clé qui va venir résoudre les problèmes liés à la décarbonisation et qui va contribuer fortement à cette transition vers un modèle énergétique plus durable, à la mise en place donc, des trois piliers que initialement j'ai cités. Et comment est-ce qu'il va le faire? Trois grands, je dirais pas étapes, mais trois grands points. Le tout premier, c'est la conception et le développement des systèmes énergétiques durables. Le second, c'est l'optimisation de l'efficacité énergétique. C'est dans les codes de l'ingénieur. La gestion des projets énergétiques, la recherche et le développement, puis la sensibilisation et, quelque part, l'éducation. Alors, on va faire un petit focus ici sur l'efficacité énergétique. Et en quoi est-ce que, typiquement, l'ingénieur peut contribuer à l'efficacité énergétique? En 4 points. Le tout premier, c'est sa capacité à concevoir. Donc, il va concevoir des systèmes de chauffage, de ventilation, par exemple, et de climatisation. Il va intégrer donc, les énergies renouvelables dans les bâtiments, comme on le constate de plus en plus aujourd'hui. Des bâtiments écologiques, par exemple. Il va optimiser les processus industriels pour réduire la consommation énergétique, toutes les chaînes de production. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir le même résultat en consommant moins? Il va évaluer la performance énergétique existante, des systèmes existants et proposer des solutions pour améliorer l'efficacité énergétique. Un autre point où l'ingénieur a un rôle très important à jouer, c'est le développement des énergies renouvelables. Sans entrer dans beaucoup plus de détails, l'ingénieur a un rôle clé à jouer dans les projets donc, liés à la biomasse, à l'éolien, à la géothermie, les projets hydrauliques et les projets solaires, qui sont des énergies qu'on doit nécessairement développer de plus en plus aujourd'hui pour éviter les énergies fossiles, réduire leur consommation, protéger la nature et ainsi éviter toutes ces catastrophes qui sont dues justement à tous ces gaz à effet de serre et qui contribuent quelque part à terme, comme j'en parlais tout à l'heure avant cette présentation, à une issue qui ne serait pas favorable pour l'humanité. Alors, cela étant dit, un maillon faible quand même dans la chaîne pour l'ingénieur, et c'est peut-être la formation. Il est important aujourd'hui que l'ingénieur puisse intégrer, comme on le disait, dans ses analyses, les décisions, dans ses prises de décision, toutes ces informations, toutes ces contraintes liées au changement climatique à l'œuvre, et les fondements de la biodiversité que cela provoque, la raréfaction des ressources disponibles à notre époque, notamment les ressources énergétiques ainsi que les conséquences sociales de tous ces bouleversements. Et cela, c'est vraiment une requête du rapport final de ClimatSup de l'INSA intitulé « Former l'ingénieur du XXIe siècle ». Malgré ce cri de cœur, il y a quand même un constat relativement alarmant, c'est que les ingénieurs demeurent peu formés aux enjeux de la transition énergétique à notre époque. Il faut dire qu'en 2019, seuls 26% des formations d'ingénieurs abordaient les enjeux énergétiques dans leur formation de base. Et ça ne doit plus être le cas. Il est important que des institutions comme les nôtres, et j'ai constaté que c'est déjà le cas, puissent tenir compte de cette observation et puissent intégrer dans les parcours de formation des ingénieurs assez tôt la sensibilisation nécessaire pour qu'ils contribuent avec efficacité justement à la transition énergétique. Alors, le scénario il est simple, j'avais commencé par l'aborder un peu plus tôt. La solution, c'est de former. Former pourquoi? Former pour essentiellement positionner l'ingénieur dans un rôle majeur dans ce processus de transformation énergétique. Il faudra le positionner comme un animateur et un pédagogue dans tout un écosystème, parce qu'il ne sera pas le seul, de la relation entre la technique et la société. C'est ce qu'il fait déjà quelque part aujourd'hui
grâce à son savoir technique fondamental, grâce à son approche scientifique à la base et sa capacité à vulgariser les phénomènes techniques et leur impact à des personnes qui n'ont pas nécessairement les connaissances qu'il faut ou qui ne sont peut-être pas nécessairement conscients de l'impact donc de la nécessité donc d'organiser de façon structurée cette transition énergétique. Et j'aimerais vous inciter vraiment à regarder un rapport du The Shift Project intitulé « Mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat ». C'est un rapport qui date de mars 2019, qui alerte vraiment sur le sujet. Et un autre, encore plus corsé, qui est une émanation d'une collaboration entre le Shift Project et Alumni for the Planet. C'est une enquête sur les connaissances et les compétences pour l'ingénieur du 21e siècle. Et ce rapport date de mars 2022. C'est un rapport très intéressant qui met en évidence à ce jour les compétences nécessaires à l'ingénieur, peu importe son secteur d'activité, pour devenir un acteur clé de cette transition énergétique et y contribuer. C'est notre devoir quelque part à tous parce que c'est la cause de l'humanité qui est portée quelque part par là. Alors, qu'est-ce qu'il faudra retenir de tout ce que je viens de dire? Oui, on est conscient, on le sait déjà, et le redire n'est pas nécessairement mauvais. Il faut organiser la transition énergétique, il faut développer les énergies renouvelables, il faut adopter les gestes écologiques, tous les piliers dont nous avons déjà parlé. Mais s'il ne faudra retenir qu'une seule chose, en tout cas pour nous autres ingénieurs, ou peut-être deux, c'est qu'il est primordial déjà que nous puissions nous informer et former à notre tour, dans la mesure du possible, sur les impacts physiques et sociaux de notre activité tout au long donc, de son cycle de vie. Et cela en tenant compte, bien évidemment, de l'impact de nos actions, de nos prises de décision, de tout ce que nous concevons, de tout ce que nous mettons en œuvre sur le climat. Et cela passe peut-être, en fin de compte, je le dis humblement, par une devise qui vient d'Hippocrate, et il disait d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire, je pense que c'est cela qui doit guider non seulement les conceptions, les mises en œuvre, toutes les analyses de l'ingénieur, et je pense que ce faisant, on pourra contribuer avec un peu plus de candeur à cette transition énergétique qui est en œuvre et dans laquelle les ingénieurs que nous sommes ont un rôle extrêmement important à jouer. Je pense que le sujet est grand, on ne peut pas l'aborder nécessairement en peu de temps. Donc voilà, je pense que j'ai épuisé rapidement ce qui a été prévu. Donc s'il y a des questions, des contributions, écoutez, je suis preneur. Alors, des questions et des réflexions, c'est sûr, parce que le sujet est extrêmement vaste, mais pour rester seulement sur les aspects liés à l'ingénieur, par exemple, quant à la conception, les ingénieurs, le chemin de l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. C'est vrai que consommer plus, concevoir des produits qui consomment moins, c'est un cercle vertueux à trouver. Ce que je veux dire comme exemple, c'est que dans l'informatique, aujourd'hui, souvent, on fait des ordinateurs qui consomment beaucoup moins, qui utilisent beaucoup moins de ressources, qui sont plus petits, et on utilise plus d'ordinateurs pour faire plus de choses, avec plus de graphismes. Et donc, au final, l'utilisation d'énergie est la même. Je parlais récemment avec Raphaël de Souza, qui travaille à l'UTAC concernant l'automobile, et qui me disait, je crois, on a en 10 ans fait des économies de 30% dans la conception des voitures, on a économisé beaucoup de choses, et qu'est-ce qu'on a fait de cette économie de 30%? On a fait des voitures plus grandes, c'est tout. Et donc, c'est vrai que dans la conception, on conçoit mieux, on conçoit avec des systèmes plus vertueux, mais des fois c'est pour augmenter les usages. Donc il y a tout un prisme à prendre en compte. Et avant de te poser une question, j'aimerais avoir un retour de Raphaël concernant cette consommation, parce que tu travailles nécessairement dans un système où polluant, l'automobile, la voiture, donc par essence c'est polluant, hormis les voitures électriques. Ma question est double. Aujourd'hui, on a
moins de voitures électriques apparemment qui sont vendues, ça marche moins, ça se vend moins. Et d'un autre côté, qu'en est-il de la prise en compte de cet aspect RSE dans ton domaine? Comment tu vois les choses? Si tu peux me faire une réponse plus rapide que ma question, ce serait sympa. Je vais essayer. Merci pour la question, merci pour la présentation, c'est très intéressant. En parallèle, peut-être pour ouvrir le rapport, un peu les chiffres que vous avez présentés, vous avez fait vraiment bien. Moi, j'avais une première question, c'est pour essayer de répondre aussi en même temps, dans les transports, qu'est-ce qu'on trouve finalement? Parce qu'aujourd'hui, il y a un effort qui a été fait en tout cas sur ces dernières années sur la sécurité des véhicules, la protection des usagers vulnérables de la route, tous ces moyens qu'on met en œuvre, tous ces fonds qu'on déploie pour essayer d'améliorer le véhicule, d'améliorer les performances du véhicule. Et on se rend compte qu'effectivement, on a fait des espèces de e-tanks, des espèces de gros machins qui font 2 tonnes 5, qui se félicitent de consommer 5 litres au 100. Spoiler alert, à 30 ans, les voitures consommaient déjà 5 litres au 100. Il y avait juste 1 tonne de moins. Même un peu plus que ça. Donc, on sent bien qu'on a atteint une espèce de palier de l'efficacité du véhicule, une certaine maturité dans la performance du véhicule, qui tend vers le ridicule parfois. Et aujourd'hui, on a des problématiques, en revanche, qui tendent de plus en plus. C'est-à-dire que maintenant, c'est un peu l'automobile, c'est un peu par vague de priorité. Sécurité passive, sécurité active, et maintenant les émissions. Puisqu'on va se concentrer sur les émissions de polluants, de particules de pneus, de particules de frein. Parce que justement, on optimise tellement tout le reste qu'on se concentre finalement sur ce qui reste. Donc aujourd'hui, c'est une part de plus en plus importante. Toutes les institutions se concentrent à réduire la part d'émission du véhicule particulier. Mais du coup, d'où ma question, dans les transports, finalement, si on dissocie la partie transport industriel du transport particulier, est-ce que finalement, il n'y a pas un effort davantage à faire sur notre mode de consommation que sur notre mode de conception? Définitivement, oui. Je pense que le plus important, c'est dans les changements de comportement. Et c'est ça que tu viens de dire en peu de mots. C'est beaucoup plus dans notre mode de comportement qu'il faut aller chercher peut-être la solution pour une meilleure contribution à cette transition énergétique. Je donne un exemple simple. Lorsque il était question de consommer un peu moins d'énergie parce qu'on avait peur que la Russie nous coupe le gaz et autres, et où les familles ont été sensibilisées, où les citoyens ont été vraiment sensibilisés, on a remarqué le grand effort qui a été fait en termes de réduction de la facture énergétique. Donc c'est pour te dire oui, le gros effort se situe dans les comportements. Et c'est d'ailleurs dans le modèle zéro zen, je ne me rappelle plus bien de la définition de l'AIE, eh bien, le modèle optimal sera porté par le changement des comportements, par l'adoption de gestes écologiques, par la sobriété énergétique. Et c'est dans cette profondeur qu'il faut qu'on aille chercher la solution optimale. Une question très personnelle pour terminer, Francis. Est-ce que dans ton métier, tu as déjà eu l'occasion d'influer dans ton travail d'ingénieur, par exemple sur des conceptions de systèmes ou de produits, dans une logique économie d'énergie? Alors, en termes de conception, certainement pas, mais en termes d'acquisition, oui. Parce que voilà, je travaille aujourd'hui en tant que responsable du programme cybersécurité. Donc, grosso modo, c'est chef de projet légèrement enrôlé. Et on émet des recommandations justement lorsqu'il s'agit par exemple d'acheter un SAN pour tout ce qui est stockage, lorsqu'il s'agit d'acheter des serveurs robustes, des USTs par exemple. On fixe des limites en termes de consommation énergétique que les équipes de la production doivent respecter pour qu'on puisse quelque part répondre aux exigences et aux engagements en termes de réduction d'énergie et de consommation que quelque part la société a prise. Donc oui, on y participe d'une manière ou d'une autre. De toute façon, c'est l'affaire à tous. Merci de la présentation. Je pense qu'il y a peut-être
Une petite question, parce que j'ai vu le doigt. Par acquis de conscience, ou peut-être une contribution, je ne sais pas. Un peu les deux. Rapide, si c'est possible. Vous savez rapide. Pour moi, ce qui me choque un peu, c'est de voir qu'au point de vue conception de voiture, on fait des voitures de plus en plus lourdes. Pour transporter un individu qui fait 60-80 kg, pourquoi mettre une tonne 1600 kg? Pour moi, c'est par le passé, on faisait beaucoup mieux, parce que par exemple, quand j'ai travaillé chez Citroën, dans les années 80, entre 77 et 81, Citroën sortait des véhicules qui étaient dits faciles à produire, faciles à fabriquer. Ah, ça marche pas. Excusez-moi, ça marche. Non, ça marche. J'avais pas vu le truc. Oui, juste pour vous dire, pour moi, c'est aberrant tant qu'on fait avoir ce concept de conduire, de fabriquer, même concevoir un véhicule qui fait 1600 à 1600 kg à plus de 2000 kg, pour transporter une personne qui fait 80 kg avec ses gaz, on n'y arrivera pas, hein, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est faire des véhicules qui sont d'abord prendre peut-être pour voir plus les transports en commun. À Paris, ça existe parfaitement. Il y a le métro, il y a le bus, il y a tout ce qu'il faut, il y a le tramway. Ce qu'il faudrait, c'est développer aussi des véhicules qui soient adaptés en fonction des besoins. Et il y en a un qui est parfaitement adapté, et il est étudié à l'IAT, à Saint-Cyr-l'École, c'est que pour faire des trajets très courts, faire des déplacements, en plus c'est très bon pour la santé. Mettre un individu qui fait 60 kg sur un vélo qui en fait au maximum une vingtaine de kilos, ça va très bien, il n'y a pas besoin de faire mieux. Alors, votre problématique, elle est claire. Pour moi, c'est à deux étapes. La première étape, c'est l'ingénieur qui conçoit des véhicules énergivores. La réponse, elle est là. Il faut qu'il pense d'abord ne pas nuire. Et s'il peut être conscient de ça déjà, il reverra son approche. De l'autre côté, celui-là qui pèse 80 kg et qui va s'acheter une voiture en bolide pour juste faire ses petits déplacements, ben quelque part, qu'il faut qu'il change sa mentalité, qu'il change son comportement, comme il disait notre ami. Donc, je pense que c'est dans ces profondeurs qu'il faut aller trouver la solution. Les ingénieurs, penser, ne pas nuire, et du côté des consommateurs, être conscients du fait qu'il faut adopter la sobriété énergétique comme comportement. Oui, mais pour adopter au premier concept, moi je travaille dans l'aéronautique, la priorité c'est la sécurité opérationnelle. Le deuxième point, c'est la masse. La masse embarquée est extrêmement importante, donc tout est optimisé. Pourquoi il faut la même chose dans le tout? C'est clair. En tout cas, le sujet est passionnant. Je propose qu'on continue d'en débattre puisqu'on sera encore ensemble tout le reste de la journée. Et puis, tout de suite, je repasse la parole s'il y a des questions. Merci. Merci.